qui sont à l'ordre du jour maintenant. Donc, on accueille aujourd'hui Yon Cho, qui est directeur de projet chez Arcora, et Antoine Legier, ainsi que Émeric de la Bachelière, qui sont chefs de projet chez Arcora. Ils vont nous présenter leur démarche, la démarche qui les anime tous les jours au sein même d'Arcora et de leur lab. Et donc, en fait, ils vont nous présenter leur démarche au travers de projets de recherche, de leurs recherches, qui en fait, sont attraits à l'enveloppe, à comment réduire l'impact carbone de l'enveloppe, par le prisme en fait, de la réduction d'énergie, de nos déchets, mais aussi des matériaux. Donc, je vais vous laisser la parole pour introduire votre sujet. Merci. Merci beaucoup Régis, et merci à toute l'équipe LBB de nous accueillir aujourd'hui et de nous donner l'occasion de nous retrouver pour partager de manière ouverte ces problématiques. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre de points de rencontre entre la démarche d'Arcora, le lab d'Arcora et la démarche qu'a initiée LBB, et finalement rendre ce lieu de rencontre ouvert est un des points fondamentaux. Et félicitations à LBB de le faire de manière enthousiaste, avec conviction et je pense aussi humilité. Et c'est un peu l'esprit de ce qu'on va essayer de vous partager aujourd'hui. Donc, Arcora est une maison qui a une histoire, qui a été fondée en 1976 et si on regarde et qui représente aujourd'hui une quarantaine de collaborateurs, ingénieurs architectes pour certains, comme nous, pour la majorité, architectes, ingénieurs, modeleurs, projeteurs, dessinateurs. Et donc aujourd'hui, nous n'en sommes que les porte-paroles. Si on se pose la question de d'où vient Arcora et finalement quelle est l'histoire qui nous amène aujourd'hui à être là devant vous, un peu comme une nouvelle génération d'Arcoriens par rapport à ceux qui l'avaient fondé en 1976, on regarde le mot, d'où vient le terme Arcora. Arcora, en fait, vient de arc, corde, rayon, qui sont les trois paramètres qui régissent les structures en toile tendue, qui était la spécialité initiale d'Arcora. Alors pourquoi on vous parle de ça ? On pourrait se dire, mais finalement, les images qu'on montre là aujourd'hui, c'est pas des matériaux locaux, c'est pas des matériaux biosourcés, c'est des projets qui ont une isolation thermique qui est nulle, on voit pas de bois, on voit pas de paille, alors pourquoi ça ? Finalement, alors d'une part, ça nous semble assez important dans la démarche de se demander d'où on vient et de voir que la génération d'aujourd'hui, on parle souvent de bon sens, mais elle n'a pas le monopole du bon sens. Et à l'époque, quand même, il y avait pas mal de bon sens déjà. Dans toutes ces constructions, ce qu'on voit, donc la première à gauche, c'est le toit du stade olympique, la couverture du stade olympique de Montréal, et Corentin Kefelec, qui était ingénieur de formation, fondateur d'Arcora, qui, assez sidéré par et surtout convaincu des travaux récents de Fraiotto pour le parc olympique de Munich en 72, avait vu là une opportunité de faire une architecture qui soit légère, qui soit modulable et qui soit d'une efficacité maximale. Donc c'est ce qu'il a développé sur ce premier projet et après décliné sur différents projets à la suite, avec à chaque fois des caractéristiques qui sont la très grande flexibilité, la très grande modularité et surtout la légèreté. Bon, alors oui, on parlait de Kevlar qui était distribué par l'entreprise du Pont de Nemours, on ne parlait pas encore une fois de bois et de paille, mais on va voir finalement qu'aujourd'hui, pour réussir à activer les leviers qui sont ceux qu'on va vous présenter, il faut de tout. Et ça passe aussi par une efficacité de matériaux, une efficacité de structure qui parfois doit aussi s'appuyer sur ce type de matériaux. Là, la personne qu'on voit à l'écran, vous la connaissez, c'est Peter Rice qui est suspendu à une des poutres de reprise au vent des grandes serres de la Villette. Et pour lui, un caractère innovant était une intelligence et une sensibilité nouvelles, jetant un regard neuf sur des problèmes de toujours. Alors, aujourd'hui, on parle souvent de paradigmes, mais surtout de problèmes nouveaux. Ils ne sont pas forcément nouveaux, mais en tout cas, ils sont formulés de manière nouvelle.
Donc la question aujourd'hui qu'on se pose, c'est finalement un regard renouvelé sur des enjeux d'aujourd'hui. Quelles sont les enveloppes et les façades pour les bâtisseurs de l'ère post-prospérité et donc de la génération qui est la nôtre pour plusieurs décennies à venir. Bon, il y a un fait qui est le domaine d'intervention d'Arcora. Comme le disait Régis, il est très varié sur des projets qui vont de la très petite taille, vraiment presque l'échelle du mobilier, de la vitrine, à des projets qui vont à une taille qui est très grande. On va en voir un exemple après, sur des programmes aussi très variés, de l'équipement culturel, sportif, des gares, des logements dans une certaine mesure, mais qui n'est pas la majorité, et aussi des projets tertiaires privés, notamment un certain nombre qu'on a la chance de développer régulièrement avec LBB. Donc aujourd'hui, le but de cette présentation n'est pas de dire on met tout à plat, on arrête de construire, ou on construit que des types d'équipements qui s'intègrent très bien dans un tissu local, mais de dire finalement on va continuer à construire ce type de programme, mais comment le faire ? Y compris des projets comme on voit ici, qui est un projet auquel on avait collaboré pendant depuis 10 ans avec l'agence OMA et qui a été récemment livré, de se dire finalement quand on doit construire 130 000 m² à Toulouse, avec un certain nombre de places de parking, des parkings silos, des halles d'exposition de 55 000 m², des portées qui dépassent les 60 mètres, il y a des leviers à activer qui ne sont pas ceux dont on parle le plus, mais auxquels il faut penser, et c'est surtout, et peut-être encore plus à ces échelles-là, qu'il faut s'intéresser sur comment les activer. Aujourd'hui, on représente Arcora par sa pratique de projet, mais aussi par sa démarche de recherche et développement, qui s'est donné un nom. Alors on l'appelle Lab, mais derrière Lab, c'est le laboratoire de recherche et développement. Le laboratoire de recherche et développement d'Arcora, qu'est-ce que c'est ? Finalement, c'est rassembler l'ensemble des initiatives individuelles, les structurer autour d'une aspiration commune et réaffirmer cette démarche d'innovation qui fonde l'esprit d'Arcora depuis ses débuts, qui est ce qu'on évoquait juste avant. Donc une démarche ancienne, vous l'aurez compris, qui est nommée ainsi depuis 2017, puisqu'à un moment c'est bien de nommer les choses et les démarches qu'on met en place, et qui a été fondée autour d'un manifeste qu'on ne va pas vous déclamer ici en public, mais on peut quand même revenir sur quelques mots. Le premier, c'est ouvert. Alors déjà, avant même de parler d'ouvert à l'assemblée extérieure, c'est ouvert dans l'agence, à savoir tout le monde y est convié, quelle que soit son ancienneté, quel que soit son poste, quels que soient les projets sur lesquels il travaille, et surtout sans obligation. Et c'est bien là une des particularités, je pense un des points majeurs dans toutes ces démarches, c'est de dire que chacun est libre d'y participer ou de s'en retirer suivant les moments, et surtout que c'est une initiative qui était plutôt verticale, mais du bas vers le haut, à savoir qui était initiée par l'ensemble des opérationnels, avec l'aval et l'appui fort de la direction, mais qui était vraiment partagé par tous et non pas demandé à être porté par des gens. Alors, humilité, on espère que c'est ce qui caractérise l'ensemble des démarches, mais derrière ça, il y a aussi la question du temps. Et encore une fois, on remercie l'agence aujourd'hui de nous accueillir, de se donner le temps de discuter de tout ça, puisque dans un temps de projet où les phases sont toujours plus rapides, on a la nécessité en vis-à-vis de porter des sujets de recherche et développement, ça c'est évident, pour, comme le disait Patrick, épuiser le projet, épuiser le sujet, mais on voit aussi que les phases des projets vont tellement vite qu'on a la nécessité d'aborder ces sujets au préalable. Donc il y a un peu 3 temps dans les démarches. Le premier est le temps très long, qui est celui de la thèse, où on a eu la chance, notamment grâce à l'appui du groupe Ingérob, d'héberger une thèse avec les ponts et chaussées sur l'étude du potentiel des alliages à mémoire de forme pour la mise en mouvement d'éléments de façade de manière passive, on y reviendra après. Des temps un peu plus moyen terme, qui sont des stages de l'ordre de durée de 6 mois généralement, et puis aussi du court terme, qui sont des workshops d'une journée. Et c'est finalement l'ensemble de ces 3 échelles qui permettent de nourrir la réflexion. Ici, là, vous voyez un aperçu rapide de la thèse qui a été portée. On ne va pas y revenir après, donc c'est pour ça qu'on la mentionne. Donc, différents prototypes qui ont été réalisés tout au long de la démarche, et un prototype à échelle 1 à droite, où vous voyez des brises-soleil actionnés de manière passive par des alliages à mémoire de forme. Donc, à travers ça, la question était de dire, mais finalement, pour être pertinent dans tout ce qu'on met en place, il ne s'agit pas seulement d'une approche
conceptuelle, mais il s'agit d'une approche experte sur un certain nombre de domaines qui touchent de près à la façade, à l'enveloppe, mais aussi d'un peu plus loin, à savoir tous les systèmes et tous les mécanismes qui le sous-tendent. Donc typiquement, dans une telle démarche de thèse, vous imaginez qu'il y a un fondement scientifique qui est très appuyé, qui est assumé, et c'est là aussi un des points qui est très important dans ce qu'on va essayer de vous communiquer, qui est de dire qu'au-delà du concept, au-delà des mots, on l'appuie à chaque fois sur une démonstration scientifique qui se veut du coup la plus juste et honnête possible. Bon, à travers ça, on parle de lieux ouverts. Donc, bien sûr que pour porter toutes ces démarches, on ne le fait pas de manière solitaire, on le fait en s'appuyant sur des institutions qui ont aussi des mandats pour ça, pour essayer d'être en permanence au courant de finalement quels sont les besoins, quelles sont les recherches qui se font à côté, et parfois se dire, plutôt qu'essayer de révolutionner le monde, apporter des recherches tout seul, il faut plutôt mettre en cohérence des synergies qui sont déjà faites pour les mettre en résonance vis-à-vis de la situation construite du projet. Ce que vous voyez à l'écran est un peu la cartographie de la manière dont on perçoit l'enveloppe et la façade aujourd'hui, et à partir de laquelle on construit des axes de recherche. Donc pour nous, l'enveloppe est une interface entre des milieux et qui va permettre de réguler un climat et qui va permettre de rendre habitables les locaux. Donc on a la notion du climat, on a bien sûr la notion des ressources qui viennent autour, et sans oublier ce qui sous-tend tout ça, c'est la gravité. À un moment, il y a quand même une structure qui doit tenir et qui doit se conjuguer à tous ces enjeux. Donc, à travers ces thèmes, on pourra dire solidité, utilité, beauté, la triade vitruvienne autant de fois qu'on veut. Derrière tout ça, il y a aussi encore, bien sûr, la notion d'efficacité, la notion de sobriété et la notion de durabilité. Puisque tout ce qu'on met en place, à un moment, il y a la question de, au-delà de la construction, se dire que c'est un bâtiment qui est livré et qui fonctionne. Donc c'est décliné autour de plusieurs axes de recherche sur lesquels on va pas s'attarder puisqu'ils seront repris ensuite dans la présentation. Donc sur les ressources et matériaux, donc aussi bien sur l'impact carbone de chacune des ressources et des matériaux, sur son réemploi et sur même le type de matériaux. Confort et climat, donc qui était même un peu la base de la démarche du lab initialement, qui était partie d'un aspect purement performance énergétique, pour après aller sur un aspect plus global de la notion du confort créé par l'enveloppe, notamment ce qui est des notions de ventilation naturelle et de confort des locaux. Donc on a dit solidité, utilité, donc bien sûr les usages. Comment qualifier les usages créés par une paroi, que ce soit d'un point de vue fonctionnel plus subjectif ou d'un point de vue juste de confort, auquel on essaie de donner des indicateurs les plus objectifs possibles. La structure, bien entendu, et vous comprendrez à travers notre propos qu'une des choses à laquelle on est attaché est de dire que derrière tout ce qu'on met en place, il faut une expertise forte, et la structure, bien sûr, en est une. Tout ça s'appuie sur des modélisations, des méthodes, des outils, et ces outils doivent être au service non seulement d'un développement technique poussé, mais aussi d'une communication simplifiée, pour savoir à un moment rendre lisible et compréhensible tout ce qu'on développe à tous les partenaires qu'on a. Alors bien sûr des techniciens, des experts, mais souvent c'est pas ça le problème, c'est plutôt à toutes les personnes qu'on veut emmener dans le projet et réussir à rendre tout ça le plus lisible et clair possible. Et ça débouche parfois à des démarches type des brevets et inventions, mais ce sont des épiphénomènes par rapport à toutes les convictions qu'on a. Je vais donner la parole à Aymeric. On va dans un premier temps cibler le débat sur la partie carbone, et ensuite, dans un deuxième temps, Yon présentera les leviers sur d'autres leviers pour les façades. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler plutôt de l'axe de recherche évaluation carbone qui s'inscrit dans la démarche qui est portée par LBB Lab Climat et qui est un des axes de recherche sur lequel nous travaillons depuis déjà bien longtemps, comme vous pouvez le voir à travers cette frise chronologique. Cette frise, elle exprime les différentes études qu'on a menées depuis maintenant 7 ans. On s'est d'abord intéressé surtout à la donnée, parce que quand on parle d'évaluation carbone, ce qui est important aussi, c'est la donnée. On reviendra un peu plus tard sur l'importance de cette donnée à travers des diagrammes de sensibilité notamment. On a du coup publié un guide de conception de la façade vertueuse, alors qu'on parlait assez peu de cet aspect-là, on va dire de l'aspect ACV, mais impact carbone des produits et systèmes de construction.
On parlait beaucoup à cette époque RT 2012 et donc performance énergétique surtout, qui a un autre évidemment impact carbone qu'il ne faut pas négliger. Nos outils sont développés d'abord en 2D, puis on a développé également des outils paramétriques en 3D. On a participé au hub des prescripteurs bas carbone et donc à l'élaboration d'un brief façade. Donc ça, c'était en 2022. Et donc plus récemment, on a... Bon, je vais pas revenir sur le MOC réemploi et les biosourcés, géosourcés, puisque Yon décrira un peu plus dans le détail ensuite ces axes de recherche-là. Je vais du coup parler d'ECAL. ECAL qui est un simulateur 3D qu'on a mis à disposition du grand public récemment, là, à l'occasion du salon immobilier de bas carbone, et qui est une démarche qui s'inscrit dans le contexte de la RE 2020, mais plus généralement dans le contexte de l'évaluation de nos projets, de nos ouvrages, qui nous concernent tous. Et on met un peu ce diagramme-là en perspective pour voir que la façade représente entre 15 et 25%, ça dépend beaucoup du projet. On a une moyenne qui se situe autour de 17%, et donc c'est un enjeu qui est assez important vis-à-vis de l'ensemble du bâti. On voit que dans le contexte réglementaire de la RE 2020, on va être amené à diminuer cet impact ce qu'on dit PCE, produits et construction. Et donc le challenge que l'on doit porter est important. Alors vous l'entendez, ces 17%, ils varient beaucoup. Si on les remet en plus de ça à l'échelle de la façade, donc en kilogrammes de CO2 équivalent par mètre carré de façade et pas par mètre carré de plancher, on obtient un seuil qui est mouvant, qui va se retrouver à peu près à 220. On voit, si jamais on essaye de cartographier, et c'est une démarche qu'on a entreprise déjà depuis 3 ans, cartographier sur une frise l'ensemble des projets que l'on a et donc que l'on quantifie en termes d'impact, on voit qu'il y a une forte dispersion qui est de l'ordre de 1 à 4 entre des projets qui sont dits vertueux et des projets qui le sont moins, au moins de ce fait-là. On voit par ailleurs qu'il y a un sujet de données, puisque la donnée environnementale par défaut des murs rideaux aluminium, elle est assez standard. Et pareil pour les murs rideaux bois. En fait, on a très peu de données. On a beaucoup de données sur la base Ignace pour la partie isolation, parement, etc. Mais on a très peu de données sur tout ce qui est murs rideaux. Quand bien même, en fait, il y a vraiment un enjeu lorsqu'on fait une analyse de cycle de vie sur, on va dire, la précision. Donc on a vu, il y a une forte dispersion, donc il faut être précis dans l'analyse. L'exactitude, on est confronté lorsqu'on lit ou lorsqu'on appréhende une FDES à la bonne compréhension de cette FDES, est-ce qu'elle correspond bien à mon projet, et enfin la complétude qui est, on se demande jusqu'à quel point on peut aller dans l'analyse. Est-ce qu'on va aller quantifier jusqu'à chaque vis qui compose mon élément? Est-ce qu'on est bien sûr de ne rien avoir oublié? Et ça prend du sens aussi parce que les matériaux sont particulièrement sensibles. Et donc là, on le voit à travers les impacts que peut avoir l'aluminium en fonction de sa provenance, mais aussi dans le cadre d'une offre bas carbone, enfin d'aluminium bas carbone, avec un écart qui est de 30%. On le trace également pour les vitrages. On a une corrélation directe en fait entre l'épaisseur du vitrage et son poids carbone. Et c'est important lorsque on regarde le projet au regard de ses objectifs globaux, quoi, en fait, des autres enjeux qui sont l'acoustique, la sécurité, parfois la protection au feu, et qui vont nous obliger à augmenter les épaisseurs de vitrage. Le recyclage du vitrage, c'est un grand sujet. En fait, ce diagramme montre que sur un gisement qui est très, très important, finalement seulement 5% va être valorisé. Quand bien même on sait que la réintroduction de calcin issu de recyclage dans le processus industriel peut amener jusqu'à des économies de 40% sur l'impact carbone. Et récemment, Saint-Gobain, du coup, a fait des communications pour publier au RAE
qui est un vitrage qui correspond à cette réintroduction de calcin dans le processus. Là, c'est une visite en fait, Antoine parlait des workshops ou des ateliers, des événements, et Arcora est amené du coup à se déplacer, à aller voir aussi les fournisseurs pour véritablement comprendre ce qui se cache derrière l'analyse de cycle de vie des produits auxquels nous touchons. Ça s'exprime aussi sur les parements, et je vais passer assez rapidement, mais pour aussi exprimer que lorsqu'on quantifie justement dans cette démarche précisément l'impact, et quand on parle de complétude, ça va jusqu'aux ossatures qui peuvent représenter 50% finalement de l'impact du parement. Ça, c'est une analyse, bon, c'est un peu difficile peut-être à cerner comme ça en quelques secondes, mais il y a eu un peu un mouvement de panique, on va dire. Bon, c'était peut-être uniquement chez les façadiers et chez les bureaux d'études qui étaient concernés, lorsque Actibé, le syndicat des stores, des toiles, etc., a proposé une série de fiches FDES qui se retrouvaient à autour de 130 voire 140 kg de CO2 équivalent par mètre carré, et qui faisait que, en fait, on doublait l'impact carbone de la façade lorsqu'on prenait en compte un store motorisé extérieur ou intérieur, voire une protection solaire, quand bien même tous les labels, tous les référentiels nous invitent à le faire. Et invitent à le faire parce qu'il y a des impacts énergétiques qui sont connus, qui sont certains. Mais lorsqu'on regarde l'impact carbone du store individuel, eh ben, finalement, où est l'équilibre? Est-ce que ça se vaut vraiment? Et en fait, c'était une mauvaise interprétation de cette FDES-là, puisqu'elle avait été réalisée sur un module de 0,7 par 0,5, soit 0,35 m². Et donc, artificiellement, on comptait 10 moteurs de store pour une trame standard de 3 m². On voit bien en fait que l'impact carbone de cette protection solaire diminue et en fonction des mètres carrés que l'on considère. Voilà. Dans cette recherche de quantification fine, on vient aussi caractériser nos différents projets. Et là, on l'a fait sur 7 typologies types. Encore une fois, ça illustre un peu la dispersion qui va entre 273 et 670 kg de CO2 équivalent par mètre carré. Là, on est en analyse statique. On n'a pas refait ces diagrammes en analyse dynamique. Pour vous relater quels sont en quelques mots, voilà les 5 messages clés du brief façade auquel on a contribué. On en a parlé, la donnée carbone est encore assez insuffisante, et en particulier pour le lot façade, et tous les acteurs de la filière sont en train d'y travailler. La compacité, c'est un facteur de frugalité, en tout cas si on regarde juste l'aspect façade, puisque l'impact carbone en kilogrammes par mètre carré de façade est directement affecté d'un ratio de façade par mètre carré de plancher. Le rapport plein-vide, donc on a parlé beaucoup de l'impact du verre qui est structurant. On entend, oui, on va faire des bâtiments qui seront moins vitrés et tout ira mieux. En fait, il faut l'intégrer évidemment dans une vision qui est holistique. Donc, penser au confort visuel, penser à d'autres enjeux en fait, que revêt l'importance des surfaces vitrées. Et il ne s'agit pas d'avoir une position dogmatique là-dessus, d'autant plus que parfois c'est le parement qui l'emporte sur le vitrage. Les biosourcés sont très favorisés dans le cadre d'une ACV dynamique, donc, qui est la méthode réglementaire et qui est la méthode de référence. À certaines conditions, puisqu'il y a souvent des conditions de sécurité incendie ou de travail en immeuble de grande hauteur, toujours liées aux problématiques incendie, qui font qu'on va devoir éviter ce type de solution. C'est aussi des matériaux qui ont peu d'inertie, et on en reparlera tout à l'heure dans la partie conception bioclimatique, puisque c'est un enjeu. Il peut y avoir des transferts d'impact en fait, entre la façade et le bâtiment dans son ensemble. Et ensuite, un des derniers messages qui était à l'attention des maîtrises d'ouvrage, qui est que l'optimisation de l'empreinte carbone n'implique pas forcément un surcoût. Et donc, c'est un sujet qu'il faut regarder très en amont et auquel il faut s'intéresser. Voilà, ECAL.
Alors en quelques mots, voilà, en fait on a publié du coup lors du salon de l'immobilier bas carbone ECAL, ECAL qui est un logiciel en ligne gratuitement et qui est réalisé dans l'objectif de sensibiliser tous les acteurs du bâtiment à l'impact carbone des façades. Donc 3D pour être pédagogique et pour en fait démocratiser une analyse ACV qui est parfois un peu rébarbative, difficile, avec des grands tableurs Excel. Et voilà, simplement essayer de caractériser une trame, prendre en compte l'ensemble des composants et obtenir une fiche de résultat. Voilà, je vous invite à aller sur ecal.io, bien sûr. N'hésitez pas à revenir vers nous pour vous poser les questions. Et puis, on a tout un fascicule d'aide en ligne aussi. Je vais maintenant laisser la parole à Yon, qui va parler des autres aspects au-delà de l'évaluation carbone. Merci. Oui, donc on vient de voir l'évaluation carbone et ses enjeux, c'est ce que ça suppose de précision, de difficulté dans l'acquisition des données. Donc l'évaluation carbone comme boussole dans notre chemin vers la neutralité carbone, mais ça ne peut pas être la seule boussole. Et dans les items qui nous conduisent à sur ce chemin-là, des choses assez simples dont on parle et on reparle régulièrement aujourd'hui: réhabiliter, réemployer et recycler, concevoir réversible, concevoir bioclimatique, concevoir avec des matériaux bio et géosourcés, et enfin intégrer le vivant. Donc ça recouvre un certain nombre de nos axes de recherche qu'on va vous illustrer ici. Donc la réhabilitation, c'est aujourd'hui, depuis 10-15 ans, une large partie de notre activité. Et ça nous a permis d'établir au fil des projets une méthodologie au sein de laquelle la phase de diagnostic, on en parlait tout à l'heure, tient une place essentielle. Et pour deux raisons majeures. La première, c'est d'abord de connaître le bâtiment sur lequel on intervient. Et la deuxième, pour ajuster au mieux la réponse, ajuster au mieux le programme de rénovation qu'on entend entreprendre. À ce titre, ça permet, en fait, sur certaines opérations, notamment celle-ci, là, qui est bâtiment Canopy, situé à la Défense, assez commun, somme toute, si ce n'est sa localisation directement en rive de Seine. Mais le diagnostic préalable a permis, compte tenu de l'état de conservation des éléments et en partenariat avec le maître d'ouvrage, de définir une réhabilitation extrêmement minimaliste qui finalement a consisté simplement à améliorer la performance thermique des façades par une réintervention en surisolation intérieure des parties en allège. Et c'est bien le diagnostic initial, complété d'études plus spécifiques de vérification de comportement de la nouvelle paroi à la migration de la vapeur d'eau, s'assurer qu'on ne crée pas la formation d'un point de rosée au sein de la surisolation qu'on rajoute. C'est bien ce diagnostic complet de ces études-là qui a permis d'apporter cette réponse qu'on estimait dans le cadre de ce projet-là, être la réponse minimale et juste à la demande de rénovation thermique. Ce diagnostic-là, il faut aussi l'entendre, enfin, c'est comme ça qu'on le considère, sur un temps un peu plus long, qui nous donne les moyens de comprendre sur une période, d'un point de vue plus historique, la constitution des modes constructifs du patrimoine bâti sur lequel on intervient et qu'on sera amené à intervenir. Donc, il y a aussi la reconstitution de cette mémoire qui contribue au fil des projets à ajuster la réponse en fonction de ce qu'on peut percevoir du mode de vieillissement, par exemple, de certains matériaux.
sur cette période 70, 80, 90 et 2000 aujourd'hui. De façon plus exceptionnelle, on est amené aussi à intervenir sur du patrimoine remarquable. En l'occurrence, là, l'ancien siège de l'Humanité, patrimoine remarquable par son histoire, mais aussi dans le même temps ordinaire par sa future destination, puisque l'État l'a racheté au journal L'Humanité dans les années 2000. Le bâtiment est resté inoccupé et dans le cadre du plan de relance, une rénovation énergétique est envisagée pour y accueillir à terme une branche du ministère du Travail. Donc on intervient sur un programme ordinaire avec un bâtiment dont la façade et les circulations sont inscrites au titre des monuments historiques. Dans le cadre de cette intervention, s'est posé la question dès le démarrage avec le maître d'ouvrage, est-ce que le bâtiment est inscrit, est-ce qu'on conserve, est-ce qu'on rénove? Le cheminement qui a été le nôtre avec le maître d'ouvrage, c'était comparons une situation où on conserve tel que c'est, sachant que le mur rideau là, qui est constitutif de la majeure partie de la façade, là, qui est la partie centrale là, bleutée, là, elle est déjà en menuiserie, elle est en menuiserie aluminium avec sur une base de vitrage isolant. Donc on avait déjà un certain niveau de performance. Donc la question se posait vraiment, est-ce qu'il était nécessaire de rénover ou pas? Et si on rénove avec des éléments actualisés aujourd'hui, comment on s'assure que la dépense carbone qu'on engendre à la rénovation, à la construction, n'anéantit pas le gain qu'on peut faire par la suite? Et si vous regardez la courbe, je ne sais pas si elle est lisible en bas, mais sur la courbe grise claire, c'est celle, elle commence plus haut parce que donc en vertical, on a les émissions carbone, en horizontal, on a le temps. Donc la courbe grise claire, elle commence plus haut parce que c'est la phase de rénovation, donc c'est le carbone qu'on engendre à la rénovation, et puis elle augmente plus lentement par rapport à la courbe gris foncé, puisque on consomme chaque année moins de carbone. Et l'enjeu était de vérifier que le croisement des consommations des émissions carbone dans une hypothèse où on rénove par rapport à une hypothèse où on ne rénove pas, ce croisement avait bien lieu dans un temps qui était raisonnable. À savoir, l'objectif qu'on s'était fixé, c'était en dessous de 20 ans. Et là, donc, ce croisement, c'est ce qu'on appelle le temps de retour carbone, qui aujourd'hui, là, sur nos hypothèses de travail, se situe entre 16 et 19 ans. Et c'est suite à ça, donc, on a confirmé ce choix-là de rénover entièrement et de mettre à jour les façades dans le respect de ce que suppose le classement du bâtiment. Réhabiliter suppose aussi de se questionner sur les questions de réemploi et de recyclage. Chez Arcora, on aime bien comment entamer les sujets par des grandes cartographies. C'est dans la démarche du lab, ça permet de cerner le problème de façon panoramique et de cibler les pistes dans lesquelles on croit. Et notamment là, donc dans cette cartographie, on avait démarré nos réflexions autour d'une cartographie sur les gisements des ouvrages en structure façade toiture. Au travers de cette cartographie, on se questionne sur la disponibilité des gisements, leur mode de vieillissement et leur potentiel de réemploi. C'est cette réflexion-là se retraduit, donc se retrouve dans certains de nos projets de réhabilitation, dans la phase diagnostique, qu'on a au fur et à mesure du temps étoffé d'un diagnostic de réemploi, de diagnostic ressources. Et typiquement, dans le cas d'une réhabilitation de verrière un peu typée de la fin des années 90, ça nous a permis d'évaluer finement le potentiel de réemploi de chacun des composants en partant de la structure, des ossatures, des éléments de quincaillerie et des éléments et des vitrages, avec un fléchage, donc en vert, ce qu'on imagine réemployable, et en bleu, ce qu'on imagine recyclable, donc
tout ça, c'est des photographies à un instant T par rapport à ce qu'est la façon dont la profession est constituée au moment du projet. C'est la raison pour laquelle, là, on a parlé un petit peu tout à l'heure et on y reviendra, le vitrage, par exemple, lui, on l'imaginait, on réfléchit à 90% en recyclage. Dans le même ordre d'idée, cette cartographie s'étoffe d'une cartographie de débouchés, sorte de veille sur ce qui se fait. On voit que beaucoup d'exemples sont en dehors de nos frontières. Les quelques exemples qu'on trouve en France, je pense à la crèche de BFV, je pense à la ferme des possibles et d'autres projets à Caen et autres. On a, pour ce qui concerne les sujets d'enveloppe, de façade, contourné les sujets, les points durs, je dirais, en fléchant ces interventions-là vers des ouvrages hors clos couvert. C'est aussi la démarche qui a été la nôtre sur des opérations de grande ampleur sur lesquelles on a voulu aussi poursuivre ce mouvement de massification du réemploi à travers le concours qu'on a fait avec Dominique Perrault sur le Parlement européen, sur lequel tu veux peut-être... Oui, mais très brièvement, parce qu'on n'a plus que 5 minutes. Là, l'enjeu ici était de dire on part d'un bâti qui a certaines qualités, certaines caractéristiques et surtout des matériaux auxquels on ne veut pas complètement renier, à savoir les très grandes surfaces de pierre qui étaient globalement en bon état et tous ces vitrages qui n'étaient pas appropriés à la transparence qui était souhaitée du nouveau bâtiment, ni à ses caractéristiques d'isolation thermique et de performance énergétique. Néanmoins, qu'est-ce qu'on pouvait en faire? Et la réponse a été de dire on vient conserver tous ces piliers en pierre, on vient y intégrer des ouvertures pour la ventilation qui sont à l'arrière du coup de ces façades pour en garantir une sûreté à l'ouverture. Et surtout, on transforme tous les vitrages en éléments de brise-soleil vitrés. Donc, à un moment, ça veut dire être à l'écoute du gisement, donc se dire qu'on ne va pas pouvoir découper le vitrage, le retransformer, mais qu'on l'utilise en tant que tel, avec ses dimensions, ses caractéristiques. Et là, on venait le monter sur un cadre de manière mécanique et le transformer en brise-soleil en utilisant du coup ses caractéristiques d'origine, à savoir sa teinte, qui en faisait un bon limiteur d'atténuation solaire. Donc ça se déclinait sur l'ensemble du projet. Ce que vous voyez ici, c'est qu'on vous parle d'un concours. On ne peut pas vous parler des projets qui sont en cours de conception avec des systèmes des démarches de réemploi similaires, mais il y en a. Malheureusement, ce qu'on remarque quand même aussi est que beaucoup de ces initiatives restent au stade du concours et ne sont pas encore retenues ensuite au profit de projets qui ne valorisent pas du tout ces démarches. Donc on espère dans l'avenir qu'on pourra vous parler très vite de beaucoup de projets livrés. Je ne sais pas, Yann, on va peut-être pas s'attarder là-dessus. Sur les obstacles, bien sûr, il y a la partie assurantielle de tout ce qu'on met en place. Il y a la partie d'associer les bureaux de contrôle à cette démarche. Et on voit en fait assez vite que quand on a une démarche de réemploi, finalement, on a une porosité des temps entre la phase conception et la phase exécution, puisque dès la phase conception, on va aller très loin dans les diagnostics, ce qui implique une partie souvent de démontage et même d'opération de travaux. Donc on a des mini-chantiers pendant la phase conception. Et à l'opposé, pendant la phase d'exécution, on a toujours des remises en question de la conception, puisqu'on va être à l'écoute de tout gisement et autres. Donc finalement, toutes ces frontières de temps se remettent en cause, et ce qui demande des équipes de maîtrise d'œuvre qui sont très aptes à ça, à cette démarche itérative, et on ne peut pas seulement confier ça entre les mains d'une entreprise sur base d'un cahier des charges qui est complètement figé. Donc on dit des équipes qui sont très formées à ça, mais qui sont aussi expertes dans la compréhension des matériaux. Pour dire qu'on peut réutiliser de la pierre, c'est très bien de faire un tableau où on dit qu'on va réutiliser la pierre, les rideaux et les tapis de sol, mais à un moment, il faut être sûr qu'on peut la réutiliser et comment, et qu'est-ce qu'impose sa dépose, et ensuite qu'est-ce qu'impose son réemploi, est-ce qu'on est conforme aux différentes normes, est-ce que la pierre va être pérenne, et comment on la met en œuvre. Parce que si on se dit qu'on la remet en œuvre de la même manière, en la redécoupant, ça veut dire qu'on va recréer des trous dedans, on a un pourcentage de perte qui est plus élevé, mais peut-être aussi qu'on va avoir finalement une mise en œuvre qui est plus faible et même moins pérenne qu'un matériau neuf, donc d'un point de vue carbone, qui n'a pas forcément un intérêt sur le long terme. Donc voilà, la slide pour terminer cette partie, une exigence d'une expertise
conceptuel, bien sûr, c'est super le concept, mais derrière aussi d'une constructibilité qui passe par une approche métier. Bon, des entreprises ont compris qu'il y avait du business à faire derrière, donc ça commence à arriver et c'est très bien pour pouvoir aussi continuer à pousser le sujet de cette manière-là. Concevoir réversible. On en a parlé, on n'en parlera pas nécessairement mieux, juste un focus. On a parlé, la structure est réglée, les circulations, les pas d'étage. Quid de la façade modulaire, en imaginant conserver, réadapter. C'est peut-être pas si simple que ça. Ou est-ce que la façade doit être un invariant? Quelques éléments de réponse ont été apportés dans certains ouvrages. Deux éléments qui nous consolident dans cette réflexion-là. Le premier, c'est quand on considère plus concrètement tout de suite les budgets qui sont évoqués pour la transformation ultérieure du bâtiment, on se rend compte très vite qu'on a peu de moyens pour réintervenir sur les façades. Enfin, c'est pas le sujet n'est peut-être pas là. Deuxième élément, si on considère la quantité de surface de bureaux vacantes aujourd'hui, on se dit que le temps de la réversibilité n'est pas peut-être celui à 20 ans ou à 30 ans. Il est peut-être plus rapide que ça et un temps plus court sur lequel la réintervention sur les façades n'est peut-être pas la bonne réflexion. Donc, plutôt façade comme un variant, très vite, ça nous amène à nous poser des questions sur quelle serait la façade optimale qui répondrait et aux besoins de l'un et aux besoins de l'autre. Deux éléments qui vont dans ce sens-là aussi. Le bureau post-Covid, peut-être, avec plus d'accessibilité aux espaces extérieurs, plus d'espaces extérieurs, un dessin plus simple, des ouvrants systématiques, une accessibilité à l'entretien par ces ouvrants. Donc, peut-être un immeuble de logement un immeuble de bureau qui se rapproche de celui du logement. Premièrement, et deuxièmement, une aide peut-être inattendue. Alors certes, il y a des sujets sur d'autres corps d'État, en structure notamment, mais la doctrine pompier pour les ouvrages bois et biosourcés, apparue à l'été 2021, on se dit peut-être que c'est une aide inattendue pour la réversibilité, puisqu'on situe sur une sorte de borne supérieure, conservatrice, de ce qu'est en termes de réaction au feu et de C+D, un ouvrage de face, un bâtiment capable de recevoir et un ERP, et un logement ou un bureau. Oui, on va conclure bientôt. Donc, moi, je vais passer très vite sur concevoir bioclimatique, puisque en fait, c'est juste rappeler qu'au-delà des aspects carbone dont on a parlé tout à l'heure, il y a des enjeux qui restent d'actualité. Évidemment sur la performance énergétique de nos ouvrages, et qu'on va regarder aussi, donc ça c'est un travail qu'on a fait dans le cadre de la Tour Charenton, où on va regarder quel est l'équilibre entre plusieurs métriques, énergie, confort thermique, confort visuel, pour essayer de trouver la bonne façade qui correspond à ces enjeux. Sur la ventilation naturelle, c'est un travail que l'on fait pour re-questionner aussi d'autres dogmes qui sont réglementaires cette fois-ci, la question des 30% d'ouvrants, puisque c'est un des paramètres qui nous est donné pour concevoir tous les projets, alors que en fait, les questions d'exposition se posent clairement et peuvent remettre en cause cette injonction de moyens et pas de résultats. Et puis, je parlais des transferts d'impact. Là, c'est un projet sur lequel on est engagé. Il s'agit d'imaginer une déclinaison du concept 22-26 de Baumschlager et Berle, qui est un bâtiment complètement passif, où la façade a beaucoup à jouer dans la régulation thermique du bâti, à la fois par l'intégration de ventelles, donc ces ouvrants opaques qui sont motorisés et qui permettent la régulation thermique comme les amenées d'air, et qui permettent de se passer de systèmes climatiques qui occasionnent à l'échelle du bâtiment un impact très très important en termes de carbone. Et donc là, la façade va jouer un rôle inertiel. C'est
C'est très important dans le cadre d'un concept global. Engagé aux côtés de Nexity. Ok, bon, donc toujours notre approche par cartographie et juste simplement deux procédés constructifs auxquels on croit, qui ont une base réglementaire, certes limitée, mais qui est une base pour aller plus loin. Des exemples ont été réalisés. FOB ossature paille, FOB bois remplissage paille et FOB béton de chanvre, qui s'accompagne d'une architecture avec un enduit épais donc c'est peut-être l'occasion de reconsidérer les avantages et ce que ça peut apporter à la composition des façades. De la même manière, intégrer le vivant, on ne va pas s'attarder là-dessus. Ce qu'on voulait juste vous dire, c'est que finalement, à chaque fois qu'il y a un nouvel enjeu, on va dire d'architecture, d'intégration, de végétalisation et autres, on repart sur la même démarche et les mêmes enjeux, à savoir des bénéfices, mais à côté des risques associés qui passent par une analyse assez fine des systèmes constructifs. Donc typiquement, pour aller à l'encontre de tout ce qui se faisait depuis plusieurs années, des surfaces très vitrées qui ne sont pas bonnes pour les volatiles et autres, se dire finalement comment est-ce qu'on peut avoir un impact sur ces surfaces vitrées en jouant sur leur réflexion, sur leur ratio opaque vitré, ce qui tend encore une fois à aller vers un peu plus d'opacité. Donc ça rejoint quand même des tendances qu'on évoquait avant et ça nous amène à faire un peu des cahiers des charges de ce qui marche bien et ce qui marche pas bien et la question des indicateurs derrière. Donc on a mis au point un peu des fiches projets avec des indicateurs qui sont discutables, mais qui là sont la surface de couvrance, le poids de la façade, son coût à la construction, son coût à l'entretien et derrière le potentiel de biodiversité. Et quand on passe en fait tous les projets qu'on réalise sans intention directe d'intégration du vivant ou ceux qui sont assumés avec plus d'intégration, on voit que parfois les indicateurs montrent des choses assez étonnantes et construire la durée là-dedans encore une fois et l'aspect maintenance et le soin autour de la maintenance du bâtiment est d'autant plus vrai sur les sujets de végétalisation. Et donc c'est un thème passionnant qu'on pousse à la suite. Donc il est le temps de conclure. Comment activer ces leviers? Donc on ne vous a pas donné aujourd'hui un guide tout fait de quel était le bâtiment, la façade idéale de demain. On voit néanmoins que quand on met tous ces enjeux bout à bout, il y a certaines convergences. On parle du ratio plein vitré, on parle de l'importance du diagnostic, de la connaissance du bâti, on parle d'avoir recours à des matériaux bio et géosourcés dans une certaine mesure. On parle quand même aussi d'avoir des systèmes structurels qui doivent rester des choses optimisées, efficaces, et donc là aussi avoir une itération bien sûr entre le dessin de l'architecture et ces systèmes constructifs. Et derrière tout ça, et pour le dernier mot, je pense que c'est la notion de pédagogie qui est indispensable pour que tout le monde soit associé à cette démarche, s'y retrouve, et qu'elle puisse notamment conduire des choses plus lourdes et complexes, comme l'expérimentation sur chacune des phases, y compris lors de la phase chantier, lorsqu'il s'agit de réemploi et de remise en question. Voilà. Merci à tous. En tout cas, merci beaucoup Arcora, merci à vous trois pour cette présentation qui était dense mais très, très enrichissante. On a un temps de questions ultra restreint. Donc on avait je ne sais pas si dans l'Assemblée vous avez des questions. On a vraiment très peu de temps. On va quand même en poser une. Hein. Non mais on va en poser une ou deux, mais je propose. On avait une question un peu plus orientée avec un membre du public, Olivier Tardieu, qui est dans le fond. On avait une question autour du projet Black à Clichy, que vous avez développé en tant que maître d'ouvrage délégué avec l'agence ECDM. Vous avez eu sur ce projet une approche particulière sur la façade afin de limiter son poids carbone. Pouvez-vous nous expliquer la démarche qui a été la vôtre et pourquoi le sujet carbone de la façade a été un enjeu pour vous et pour la maîtrise d'ouvrage? Voilà. Bonjour à tous, oui, merci. Ce projet porté par Redman là, depuis plusieurs années
effectivement de 50 000 m² de bureaux, première couronne. Donc c'est le projet qui aujourd'hui, bien sûr, ne coche pas forcément toutes les cases. Et donc c'était un projet sur lequel on était engagé depuis 2015. Et en 2020, au tout début de l'année 2020, on était prêt à signer le marché. Et puis il y a eu le Covid, et donc tout s'est arrêté. Et du coup, on s'est dit, oups, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une bêtise? Et on a décidé de reconsidérer totalement le projet, surtout sur deux aspects, donc le carbone et les usages. Donc on s'est posé, on s'est posé pendant plusieurs mois, et on a engagé des réflexions sur les usages. Donc on a remis des locaux vélos, on a remis des espaces extérieurs, des balcons, on a repensé les espaces communs, les espaces de RIE. Ça, c'était pour la partie usage. Et pour la partie construction, donc on était labellisé tout à fait classiquement HQE, BREEAM, etc. Et on a souhaité aller vers le bas carbone. Et donc on s'est interrogé sur les structures et sur l'enveloppe. Sur les structures, donc on est parti vers des dalles bois-béton. Du béton bas carbone partout, c'était possible. On était avec une entreprise puisqu'on était donc prêt à signer le marché. Donc ça nous a effectivement facilité la tâche. Et concernant la façade, en deux mots, effectivement, c'était une façade assez vitrée. On ne voulait pas forcément changer ça. Par contre, on avait un parement de couleur noire. Le bâtiment s'appelle Black. Le cahier des charges de l'architecte était simple. Il voulait rester sur du noir. Donc, on avait déjà fait un premier travail tout à fait classique chez un promoteur, puisqu'on était passé d'une façade en corian à une façade en alucobon noir, pour des questions économiques, vous l'imaginez. Mais cet alucobon nous faisait dépenser 100 kg de CO2 par mètre carré de façade. Et donc, on a cherché un autre matériau noir. Et on s'est tourné vers le yakisugi. Donc, c'est vulgairement le bois brûlé. Donc, c'est une technique ancienne qui vient du Japon et qui consiste à brûler assez profondément des lames de bois en pin pour le fixer, si on peut dire. Et éviter tout plein de soucis de pérennité, de protection au feu, de protection contre les insectes. Et puis aussi dans sa géométrie, ça le fixe bien. Donc on est reparti de cette technique. Alors effectivement, l'aspect globalement est noir, bien sûr. Et puis il y avait quand même ce sujet de brûlure, et qui fait qu'on a une peau assez craquelée qui n'a rien à voir avec l'uniformité de l'alucobon. On a fait des protos, on a fait même un grand proto en grandeur nature, et on est allé bien sûr jusqu'à le présenter au maire de Clichy, qui il se trouve est un passionné du Japon, donc c'est très, très bien tombé, il connaissait cette technique. Et donc voilà, on a changé cette façade, ce parement de façade, et on est passé donc de 100 kg CO2 à 8. Donc on a gagné, tout à l'heure tu parlais Antoine je crois de 220 kilos pour une façade en général. Donc là on a divisé par 2 tout simplement l'impact carbone de notre façade. Donc voilà, ça a été compliqué d'un point de vue aussi dans l'esprit, puisque l'alucobon, tout le monde aime ça, on en a fait beaucoup, parce que c'est absolument lisse, absolument pérenne. Et ce yakisugi, c'est plutôt une esthétique d'imperfection, et donc il a fallu s'acculturer avec ça, mais aujourd'hui on est très content de l'avoir fait. On peut rebondir sur 2 points là-dessus. Donc sur la partie du matériau, c'est un matériau. Bon, on a un certain nombre de projets en bois, et les façades bois, les revêtements de façades en bois sont souvent très encadrés par la doctrine feu, notamment comme le disait Yann. Et typiquement, il y a toute une quantité de projets sur lesquels, dès qu'on n'a pas C+D, on doit avoir un Euroclass B au maximum dans les revêtements de façade. Et ce procédé n'est pas adapté, ou du moins nécessite des traitements chimiques par-dessus. Ce qui limite tout l'aspect dont tu parles. Donc, d'une part, à chaque fois, on voit que dans cette approche carbone, il y a derrière la notion de la mettre en vis-à-vis de toutes les autres réglementations, et d'autre part, une approche didactique qui est de montrer à un maître d'ouvrage que ce matériau va quand même vieillir, qu'on ne peut pas s'engager sur un aspect exactement à 10 ans, qu'il y a beau avoir des essais scientifiques en laboratoire et autres, c'est aussi, il y a une forme d'inconnu là-dedans. Et progressivement, je pense que c'est important ensemble, voilà, avec les maîtres d'ouvrage, d'avoir cette pédagogie-là et de savoir dire, OK, on fait ce pari-là tous ensemble. Il y a aussi une part d'inconnu.
il y a une part de risque, c'est vrai, et donc on l'assume collectivement, quoi. Merci à Olivier, merci à Antoine. Est-ce qu'il y a des membres du public qui veulent réagir ou pas? En tout cas, merci à vous trois. Il me reste à vos informations. Peut-être Ludovic. Incorrigible. On était en train de discuter 30 secondes là, avec Patrick et Antoine, la façon dont tu as présenté ton lab. On se dit, et on va voir que l'intervention de tout à l'heure, on est aussi dans la recherche. Tout ça, ça croise avec énormément de sujets sur lesquels on a réfléchi pour préparer ce festival, et en particulier la table de la modernité à la fin. C'est la question de l'expérimentation. C'est-à-dire, on voit que si on veut y arriver, il faut qu'on arrive à regarder, comme tu disais Antoine, différemment des problèmes connus, avec des énoncés qu'il faut peut-être quelquefois reformuler, et que ça peut pas, on ne peut pas forcément y arriver avec des solutions prédéfinies. Donc la notion d'expérimentation est quelque chose d'extrêmement important qui, comme d'ailleurs les diagnostics dans les bâtiments existants, ne sont pas totalement intégrés dans la démarche de projet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne le lab que vous avez mis en place et que tu as expliqué. On aurait quasiment pu faire la même explication, mais comme nous, on n'est pas des ingénieurs, c'est un peu plus bordélique. mais qui finalement... et qui correspondent, vous êtes autour de la table, une nouvelle génération par rapport aux patrons et aux gens que j'ai connus, moi, quand vous démarriez quasiment à l'époque. J'ai envie de dire, mais pourquoi il n'y a pas des labs partout ? Pourquoi il n'y a pas des labs chez tous les bureaux d'études? Pourquoi il n'y a pas des labs chez tous les maîtres d'ouvrage? Et pourquoi des labs ou des recherches, comme ce que tu fais? Et pourquoi est-ce qu'on ne prend pas plus souvent l'habitude de partager nos travaux de lab? Alors, Arcora le fait régulièrement avec nous, et je trouve que c'est enrichissant. Et peut-être que s'il y avait un mouvement comme ça qui pourrait, informel, de mettre en commun sur une espèce de vision d'open source et d'intelligence collective, je pense que ça nous ferait tous énormément progresser. Je vais finir le propos par une anecdote. On s'est quand même interrogé à l'agence, on s'est dit, on est vachement malin, nous on a fait un lab, tout ça, mais quand même modeste, parce qu'on sait que ce qu'on construit, c'est quand même très très loin de ce qu'on veut atteindre. Et on a dit, tiens Antoine, tu peux nous dire comment tu perçois les façades qu'on a construites depuis les 5 dernières années? Alors, il nous a expliqué des trucs en kilocarbone, on n'a rien compris. Et puis, il a fait, il a expliqué en nombre de voyages en avion. Alors, il disait, tu vois, ta corniche en béton, là, sur Sopop, c'est super, mais ça fait, je sais pas combien, de voyages en avion. Du coup, quand je rentrais à la maison et que je disais à mes enfants, je dis, non, mais t'inquiète, on fera mieux la prochaine fois. L'aspect pédagogique, partager, comment dire, de façon explicite, ce que ça veut dire entre un acte professionnel et des convictions personnelles, c'est la façon dont tu parles de la vulgarisation, la façon de transmettre les savoirs et les calculs de façon à se les approprier pour ensuite les transposer dans le projet d'architecture. Voilà. Donc toutes ces approches d'expérimentation, de vulgarisation, d'une génération montante, etc., avec beaucoup de gens peut-être moins jeunes que vous, qui se remettent en question sur ces sujets-là et qui trouvent un grand intérêt à regarder tout ça. Voilà, plus de mise en commun, ce serait formidable, mais je ne dis pas ça pour vous, je dis ça pour tous. Merci beaucoup pour toutes ces réactions. Merci à vous, merci à Yon, Antoine et Émeric pour leur témoignage collectif autour de leur recherche. Moi, j'en profite aussi pour partager aussi que le travail collectif, on le fait, on le mène aussi chez nous en interne avec le Lab Climat, et je voulais aussi remercier tous les personnes qui partagent au quotidien avec moi ces recherches et qui sans qui en fait on pourrait pas partager ces bons moments ensemble autour de ces sujets douloureux mais ultra intéressants.